Bonjour, bienvenue au webinaire CX de Néotechnologie. Le thème d'aujourd'hui, c'est valoriser la donnée pour une expérience client hyper personnalisée. Mon nom est Claude Bravi, je vais vous accompagner aujourd'hui tout au long de ce webinaire. Je suis accompagné d'Edith Page et je vais Bonjour. présenter nos invités. Donc, comme invité, on a Assia Garbinato, qui est directrice digitale et innovation chez Romande Énergie. Bonjour Assia. Bonjour tout le Bruno monde. Barbarin, responsable opérations et projets chez Néotechnologie. Bonjour Bruno. Bonjour à tous, bienvenue. Gilles Marmy, qui est Chief Operating Officer à Palexpo à Genève. Bonjour. Bonjour à tous. Et Julien Depreux, qui est le responsable innovation chez Néotechnologie. Bonjour Julien. Ouais, bonjour à tous. Très bien. Je vais peut-être juste vous poser le contexte. Au fait, Néotechnologie, c'est quand même un leader en consulting IT et solutions SAP en Suisse. Et on est aussi actif dans le secteur de l'industrie, de la distribution et des services, et notamment aussi dans le secteur de la distribution d'énergie. On a ouvert un département CX en novembre 2021, et on travaille avec nos clients sur l'amélioration de la valeur client, service design, on fait des blueprints et on implémente aussi des programmes d'éditeurs CX. Voilà. Donc, Edith, je te passe la parole et on se retrouve après. OK ? Merci beaucoup pour cette introduction, Claude. Je suis ravie d'être parmi vous et de mener le débat avec nos orateurs. Donc, la question aujourd'hui que l'on va se poser, on va s'en poser plusieurs d'ailleurs, mais elles vont tourner autour de la donnée, de l'expérience client et puis de ce qu'on appelle l'hyper-personnalisation. Hyper-personnalisation, personnalisation, c'est quoi les différences? On va progressivement découvrir ce que sont ces différences à travers les stratégies de données, la technologie, l'humain au centre à travers l'éthique. Et pour ce faire, quelques slides pour poser le contexte tout d'abord d'une expérience client qui aujourd'hui peut être vécue comme très inventive, créative de la part des clients, mais aussi peut-être invasive dans le sens où les entreprises sont en train de développer à partir des données, de l'usage des données, de nouvelles expériences clients de plus en plus personnalisées avec une envie de créer de l'unicité. Et comment créer cette unicité sans submerger non plus le client? Donc, sachant que l'attention moyenne d'un client sur les médias digitaux est très courte. Donc, quelques petites informations en fait à partir de cette étude qui nous parle de 3 éléments clés, c'est-à-dire de la transparence. Le premier point, c'est 73% des personnes interrogées, des clients, des volontaires, souhaitent ou sont d'accord pour partager leurs informations personnelles, mais si l'usage qui en est fait est transparent. Et 9 consommateurs sur 10 souhaitent une expérience plutôt qualitative avec des marques qui les connaissent et qu'elles connaissent. Et ce qui est effectivement intéressant, en troisième point, c'est que 7 consommateurs sur 10 ont une expérience qui a été jugée un peu trop personnelle. Un peu trop personnelle dans le sens où elle était basée sur des données peut-être que ces clients ne souhaitaient pas partager, où ils se sont rendus compte de façon aussi intuitive que ces données avaient été utilisées peut-être par l'intermédiaire de tiers. Donc ça, c'est une étude Accenture qui nous parle de ça. Donc la question, effectivement, c'est finalement comment garder cette confiance ou créer cette confiance avec le client. L'hyper-personnalisation, est-ce que c'est une question aussi de génération? Donc ça, c'est une étude qui provient de Movable Inc., qui est un acteur de l'expérience client, du CX, et qui nous dit qu'il y a quand même une probabilité plus forte auprès des jeunes générations de créer une expérience qui est personnalisée, voire peut-être hyper personnalisée. Et si on regarde la partie droite de la slide, bien sûr, la qualité de service, ça paraît logique, les récompenses aussi, mais ce qui est très intéressant, je trouve, c'est la partie confiance, c'est-à-dire l'importance du sentiment de confiance et de sécurité qu'on a vis-à-vis de la marque
du produit ou du service. Et un dernier point, c'est le sens de l'attention, c'est-à-dire finalement le client, il aime bien quand même être reconnu et avoir l'attention de la marque qu'il aime bien. Donc, je me tourne vers Assia et Gilles. Tout d'abord, peut-être au niveau d'Assia, comment est-ce que, en fait, ces attentes clients qu'on vient de rapidement indiquer, est-ce que vous retrouvez ces attentes clients dans vos domaines respectifs? Peut-être commencer par Assia, si vous le voulez bien. Oui, bonjour Edith, merci pour la question. Est-ce qu'on retrouve ça dans nos domaines? Donc, mon domaine étant l'énergie. Alors, je pense qu'historiquement, pas tellement, parce que l'énergie est quelque chose qui était à disposition et qui est immatériel et accessible, pardon, de manière inconditionnelle, à faible coût. Je pense par contre que vu ce qu'on est en train de vivre ces derniers temps, avec l'envolée des prix de l'énergie, je pense que là, l'énergie se retrouve, comme toutes les autres industries, mis au même niveau que pas mal d'autres industries. Donc, elle est confrontée à un client qui s'exprime, à un client qui a des nouveaux, qui a des besoins nouveaux, un client qui a des attentes et un client qu'il faut servir différemment que dans le cadre habituel. Donc, la réponse à votre question, c'est oui. Nous sommes face à un nouveau voyage avec nos clients, je pense. D'accord, merci beaucoup Assia, merci de votre avis. Et Gilles, comment au niveau de Palexpo tu vérifies ces attentes en fait, hein, et est-ce qu'elles correspondent à ce que tu as, ce que tu constates déjà dans ton métier? Oui, merci. Alors évidemment, à Palexpo, on accueille des foules et je crois que l'individu au sein de la foule, il aimerait bien être individualisé. Donc, il aimerait bien qu'on prenne en compte sa propre personne. En ce sens, quand on parle d'expérience personnalisée, enrichie, je crois qu'effectivement, là, c'est quelque chose dans lequel on se retrouve. Il me semble qu'on correspond à ça, notamment quand on fait des communications auprès de nos visiteurs. On a très peu d'opt-out sur les communications qu'on cible. Donc, probablement, c'est parce qu'on arrive à communiquer en fonction de leurs attentes et de leurs intérêts. Donc, ces intérêts, ils nous les déclarent au moment où ils s'enregistrent et puis après, on les confronte avec leur comportement vis-à-vis de nos outils digitaux. Il y a des fois des différences entre le déclaratif et le comportemental. Et puis, ça nous permet ainsi d'avoir effectivement une communication et puis après une expérience client qui est mieux ciselée par rapport aux attentes. Et je crois que ça se fait dans ce sentiment de confiance qui est valorisé à 49% dans cette étude, qui, à mon avis, pourrait être valorisé à plus parce que je crois que là se noue le nœud du problème de cette histoire de la gestion des données. Excellent, merci beaucoup Gilles. Effectivement, la partie confiance, on va y revenir lorsque l'on va parler d'éthique et aussi de stratégie de données. Donc là, on va prendre une étude de cas dont va nous parler Bruno, avec le smart metering, donc les compteurs intelligents appliqués au domaine de l'énergie, donc qui est en cours de développement en Suisse. Donc, peut-être une question avant que Bruno se lance dans l'explication de ces compteurs intelligents. La question, c'est vraiment le compteur intelligent en lien avec l'expérience client et puis la stratégie de données, c'est-à-dire les allers-retours finalement hein, et les échanges que l'on verra dans le schéma suivant qui concernent le trajet de la donnée. Donc peut-être, voilà Bruno, une petite introduction sur le smart metering et puis après je passe la prochaine slide. Merci pour la question. Rapidement, effectivement, pour expliquer le smart metering dont je pense que vous avez tous entendu parler, le déploiement des compteurs intelligents est prévu entre 2017 et 2027. Ce que ça signifie, c'est qu'on va tous recevoir un compteur installé chez nous qui va permettre de suivre la consommation de votre logement ou de votre villa ou de votre appartement. Je dirais que ça, c'est une obligation légale. Et puis, effectivement, dans la suite, la question qui va se poser, c'est comment, effectivement, on va sécuriser et utiliser cette donnée pour en faire bénéficier, effectivement, les consommateurs, mais aussi les différentes parties prenantes de la donnée qu'on va relever dans le smart meter. Donc,
voilà donc le système. Bon, il est un peu technique là, Bruno, il va falloir que tu nous expliques un petit peu comment ça fonctionne, mais surtout, ce qui est intéressant par rapport à ce système, c'est comment les interactions entre le client et les différents acteurs du système fonctionnent. Exactement. Alors le schéma est peut-être un peu compliqué, mais globalement, vous avez un compteur chez vous, on va relever une donnée. Cette donnée, elle va être utile à plusieurs parties prenantes, les distributeurs pour améliorer la qualité du réseau et prévoir les investissements futurs, mais ça va être aussi très utile aux consommateurs. On parlait de transparence dans vos indicateurs tout à l'heure. Je pense qu'un des éléments clés, ça va être la transparence que l'on va donner aux consommateurs sur sa consommation. Potentiellement, certains vont produire aussi de l'énergie. Et je dirais qu'aujourd'hui, une facture électrique est souvent quelque chose d'assez obscur pour la plupart des consommateurs. Et l'idée derrière le smart metering et l'opportunité qui va être donnée, c'est effectivement de donner de la transparence au niveau de cette consommation d'énergie et du coup de la facture. Donc les enjeux dans lesquels nous, on est confrontés, puisqu'on fournit un certain nombre de services autour de ce système-là, c'est effectivement de garantir la sécurité des données qu'on voit tout à gauche quand on relève le compteur, jusqu'à apporter la donnée aux distributeurs comme Romand d'énergie, qui vont, eux, pouvoir exploiter cette donnée pour proposer des nouveaux services. Et je dirais que là, on va faire face effectivement à montrer cette protection des données, à la garantir auprès des consommateurs, pour que derrière, effectivement, les services proposés soient personnalisés, mais garantissent une complète sécurité de la donnée dans l'acheminement, mais aussi dans l'utilisation de la donnée personnelle. Merci beaucoup Bruno. Donc là, vous nous rassurez sur la partie sécurité. J'ai l'impression que voilà, vous êtes expert dans ce domaine, vous prenez le temps de bien mettre en place le système pour qu'il soit bien sécurisé. Ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir l'avis d'Assia Garbinato sur la partie, je dirais, stratégie de données. Stratégie de données, pour quelle expérience client? Parce qu'en final, voilà, le smart meter, le compteur intelligent, c'est un des devices, c'est je dirais, un des éléments de la constellation de l'énergie. Est-ce qu'on pourrait vous entendre par rapport à ça, Assia, s'il vous plaît? Alors, bien sûr, quand on parle de données, c'est très large, c'est très vaste. Hein, c'est pour ça qu'on parle aussi de vision 360 du client. Et dans la vision 360 du client, on enrichit au fur et à mesure qu'on a des informations. Alors effectivement, les smart meters sont une source de données extraordinaire, hein, parce qu'ils donnent beaucoup d'informations sur les habitudes, les comportements des clients. Ça peut donner aussi des pistes d'économie d'énergie. Ça donne des informations au réseau. Mais on voit aussi, là, juste sur un type de données comme ça, qu'on a un potentiel d'exploitation de ces données pour éduquer, accompagner, et puis aussi par rapport à la transition énergétique, on a un potentiel, un levier qui est énorme. Donc voilà, donc là, clairement, c'est des données qui nous intéressent, des données qu'il faut qu'on manipule avec toute la précaution nécessaire, parce qu'on est face à des données de type profil de la personnalité, donc il faut faire extrêmement attention à ce qu'on fait avec ces données. Donc les usages doivent être extrêmement clairs, extrêmement explicites, les opt-in doivent être obtenus en toute connaissance de cause des clients. Donc là, on a, j'ai envie de vous dire, un univers d'exploitation des données, et je pense qu'on est au tout début. Maintenant, le parcours client, il ne se limite pas juste à ça. Il se limite à tout ce qui vit avec nous, dans une prestation de service, dans un call center, dans une offre qu'il a demandée pour laquelle il n'a pas une réponse. Le voyage du client avec nous, et chaque fois qu'il a finalement un touch point avec nous. Et je pense qu'une bonne stratégie de données, c'est vraiment d'avoir la juste mesure entre qu'est-ce que je peux collecter au service du client, quelles sont les zones où je ne dois pas trop aller, parce que là, c'est un petit peu ce que vous disiez dans votre introduction, on est vite dans l'intrusif. Et je pense aujourd'hui, on est face à des clients qui sont quand même assez sensibles à l'intrusif, à l'éthique. Donc moi, je dirais stratégie de données, oui, au service du besoin client, au service de l'amélioration de notre réseau et puis
bien sûr au service de l'économie, mais toujours assujetté à un code éthique. Oui. Ça, je pense qu'on ne doit pas dériver de cette Si vous le permettez, Assia, on va parler de l'éthique. Je sais que vous êtes très intéressée et experte d'ailleurs dans ce domaine. Donc, on va aborder cette partie éthique, effectivement, qui est complètement imbriquée avec la stratégie de données, voire même peut-être en amont de la stratégie de données à voir. Mais merci beaucoup de votre avis sur la partie énergie. J'aimerais bien entendre Gilles Marmy sur la partie Palexpo, parce que finalement, le métier de Palexpo est très différent. Les clients sont aussi multiples. Palexpo est organisateur d'événements, mais vous avez aussi, je dirais, vos propres clients qui sont organisateurs exposants. Et puis, finalement, la stratégie de données de Palexpo dans tout ça. En résumé, Gilles, comment ça fonctionne chez Palexpo? Alors, merci. Peut-être pour résumer ça, moi je prendrais volontiers une image. J'ai le sentiment que notre rôle est celui d'un banquier en fait. Notre visiteur, mais c'est peut-être la même chose chez Roman Énergie avec les utilisateurs. Notre visiteur, il a des données qui lui appartiennent, c'est son capital. Et puis il nous les confie en toute connaissance de choses. Je rebondis sur ce que vous avez dit, Asia, et sur la transparence qui m'importe énormément. Et en échange du fait qu'il nous a confié son capital, ses données, eh ben, il attend un intérêt. Et cet intérêt, à mes yeux, marketingment parlant, c'est une expérience client enrichie. Alors typiquement, quand je suis abonné à Spotify, eh ben, Spotify me donne les chansons que j'aime bien, mais me donne aussi des chansons que je pourrais aimer en fonction de mes intérêts, alors que je ne les connais pas. C'est un peu ça qu'on a l'intention de faire à Palexpo. Quand on a effectivement le déclaratif et le comportemental, ça permet de comprendre le client, de comprendre ce qu'il aime, mais ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, et de lui offrir cette expérience qui lui correspond. Avec la difficulté chez nous du fait qu'un salon, c'est 5 ou 10 jours. Donc, il reste encore 350 jours dans l'année où il n'est pas chez nous. Parce qu'évidemment, le client de la Romande Énergie va consommer toute l'année. Chez Romande Énergie, nous, notre client, 350 jours de l'année, il a toujours ses intérêts, mais il n'est pas présent dans la maison. Ça veut dire qu'on a une communauté avec des intérêts déclarés, et je pense qu'il faut nourrir cette communauté en fonction de ses intérêts avec avec une communication ciblée, avec des expériences exclusives qu'il n'aurait pas pu avoir sans ça, qu'on continue à nourrir son intérêt comme on met des bûches dans un feu, hein, simplement pour continuer à alimenter ça. Et puis ainsi, notre visiteur se retrouve dans ce système de confiance qui fait qu'il est content de nous avoir confié ces données, comme je suis content d'avoir confié mon capital à mon banquier et qui me rend de l'intérêt en échange. Voilà. Merci Gilles pour ces images qui effectivement sont très parlantes, hein. Alors, si je comprends bien, dans le cadre de Palexpo, en fait, c'est Palexpo qui détient en tout cas une certaine partie des données clients pour le compte de vos propres clients, en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que vous faites l'interface. C'est ça? Oui, alors Vous avez... nous, on a trois strates de clients, c'est-à-dire qu'il peut y avoir les organisateurs, ou bien alors on peut être organisateur nous-mêmes. Alors typiquement, vous connaissez le salon du livre, il nous appartient, mais le salon de l'auto ne nous appartient pas. Là, c'est un organisateur tiers. Puis ces organisateurs, que ce soit nous ou d'autres, ont des exposants, et puis ces exposants accueillent des visiteurs. Donc il y a trois niveaux, et il faut constamment penser aux trois niveaux en même temps. Effectivement, celui qui gère la registration, donc celui qui gère l'accès à la manifestation, c'est lui qui a les données. Des fois, on le fait évidemment pour nous, on le fait pour le compte de certains clients, et puis d'autres décident qu'ils veulent le faire eux-mêmes. Dans tous les cas, à mon avis, il faut le faire en toute transparence, de façon à ce que le visiteur qui vienne sache pourquoi il a donné ces données et sache qu'est-ce qu'on va en faire, connaisse nos intentions. Je rejoins mes deux préopinants sur la transparence, l'éthique et le fait que tout ça doit être extrêmement clair et limpide pour toute la chaîne. Sinon, on va aller, et c'est ma grande crainte, au-devant de blanchiment des données, comme on pourrait connaître le greenwashing dans le domaine de la durabilité. Tout le monde n'a pas une conscience durable très forte. Il y en a qui font juste de la com. Ben, dans les données, ça va être la même histoire. Et enfin, probablement, je le suppose. Et donc, il va falloir trier les bons élèves des mauvais élèves, à minima ceux qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent.
Super, merci beaucoup de cet avis engagé, Gilles. Je sais qu'effectivement, tu es très actif au niveau de Palexpo sur la partie transparence. Oui. Et justement, ça me permet de faire le lien avec l'éthique. Donc, cette partie éthique, finalement, ce lien entre l'éthique et l'hyperpersonnalisation, sachant que l'hyperpersonnalisation, eh bien, elle repose sur du big data, sur de la donnée temps réel, voire semi-temps réel, et le tout géré, orchestré par une ou plusieurs intelligences artificielles. Donc là, voilà, le mot est lancé, intelligence artificielle. On commence à rentrer dans un peu de technologie et le but, effectivement, c'est d'arriver à comprendre comment l'humain s'intègre à la technologie et vice-versa, avec des mesures éthiques qui vont nous permettre de pérenniser nos systèmes numériques en toute confiance et en toute transparence. Donc, comment finalement créer une expérience utilisateur mémorable, mais surtout aussi éthique. Alors, l'intelligence artificielle, eh bien, elle est invisible quand elle est appliquée au niveau d'un processus de stratégie de données. Ben, nous, en tant qu'utilisateurs, on ne le sait pas. On n'a souvent aucune idée qu'il y a derrière tout ceci une intelligence artificielle. Donc, comment la rendre consciente en même temps sans couture, hein, comme on dit dans l'expérience utilisateur, pour que ce soit fluide, transparent, mais en même temps facile d'utilisation. Alors là, je me tourne vers Asia, qui a vous avez préfacé donc le livre de Xavier Comtesse, hein, qui s'appelle donc Code IA Software Hard Law, donc le code fait loi. Et puis vous avez parlé dans cette préface du printemps de l'intelligence artificielle. Alors moi j'ai envie de vous challenger en parlant du printemps de l'éthique appliquée à l'intelligence artificielle. Quelles sont les mesures que vous avez déjà mises en place ou que vous pourriez envisager pour aligner finalement l'éthique et puis la sensibilité, enfin l'hyperpersonnalisation face à la sensibilité, à l'acceptabilité du client? Alors, je pense que c'est multifactoriel, les dimensions qu'on peut prendre, hein, et c'est peut-être un peu compliqué de toutes les résumer parce que je pense que les champs d'action sont à plusieurs niveaux. Au niveau du client final, c'est comme on l'a dit précédemment, c'est vraiment de la transparence. Donc, typiquement, en Roman d'énergie, nous avons fait plusieurs séries d'ateliers de type design thinking où on appelle des clients, on simule avec une application qui fasse, est-ce qu'ils seraient d'accord de donner leur accord pour qu'on utilise leurs données, oui, non. Et puis on approfondit les interviews avec eux, pourquoi ils auraient été d'accord, pas d'accord, etc. Et à l'unanimité, ce qui ressort, c'est que le client, en tout cas dans le domaine de l'énergie, il est prêt à donner ses données, en tout cas un rendement d'énergie. C'est une entreprise qui inspire confiance à une condition. La condition, c'est qu'il ait une contrepartie. La condition, c'est que ça lui apporte quelque chose et que la finalité de l'usage soit extrêmement claire et quasi actée à l'avance dans le contrat qu'il signe. Je dirais que là, déjà, il y a une démarche responsable, éthique vis-à-vis du client. On ne pousse pas, on ne lui raconte pas quelque chose et puis on ne fait pas ce qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment pour moi un des axes premiers. Maintenant, l'histoire, bien sûr, elle ne s'arrête pas là. Parce qu'après, quand vous utilisez du big data, de l'IA, vous utilisez potentiellement des boîtes noires. Des boîtes noires qui vont vous faire des corrélations, qui vont vous donner des règles. Et des fois, vous ne maîtrisez pas les règles, vous ne les comprenez pas toujours, vous ne maîtrisez pas non plus les bases d'apprentissage sur lesquelles ces algorithmes se sont entraînés. Et là, pour moi, le débat, c'est vraiment d'élever le niveau de culture générale des gens sur l'IA, de la vulgariser, de la rendre beaucoup plus accessible, parce qu'aujourd'hui, c'est un domaine extrêmement élitiste, alors qu'il est très intrusif. C'est-à-dire, tout le monde croit qu'il faut qu'il soit data scientist pour comprendre, alors qu'on a peut-être tous un assistant Siri sur notre table de chevet à qui on dit Siri, règle-moi l'alarme demain pour 7 heures. Et on ne s'en rend pas compte qu'on utilise déjà beaucoup d'IA.
Donc, pour moi, il y a vraiment amener de manière beaucoup plus forte la culture de l'IA dans les entreprises, augmenter la connaissance des métiers sur ce sujet, essayer de mieux comprendre quelles sont ces boîtes noires par lesquelles passent les données, challenger les bases de données d'apprentissage, être conscient qu'un algorithme n'est que le reflet, les règles qu'il va donner ne sont que le reflet des bases de données qu'il a. S'il y a des biais dans ces bases de données, l'algorithme va sortir ces biais. Donc, je pense qu'en apportant cette culture générale et puis en remettant aussi l'humain au centre, parce que ce qui va faire que ça sera bien ou mal utilisé, c'est surtout les gens qui utilisent ces algorithmes-là. Certains utiliseront des algorithmes à des fins extrêmement nobles et d'autres personnes utiliseront les mêmes algorithmes à des fins beaucoup plus discutables. Donc là, je me permets de rebondir, Assia, est-ce que, je dirais, ça va passer par un encadrement? On voit qu'il y a des cadres qui commencent, en tout cas des tentatives qui commencent au niveau de la Confédération, des directives qui arrivent depuis 2020, la Commission européenne avec un livre blanc sur l'IA, donc aussi en février 2020. Les choses commencent à bouger, mais on a aussi le RGPD sur la protection des données. J'imagine que le cadre IA est beaucoup plus large que uniquement la partie protection pure des données, puisque l'IA, en fait, elle s'abreuve de données, et puis elle a comme cible les données qu'elle récupère, et puis les données qu'elle repartage, en quelque sorte. Donc, votre avis par rapport à qui est responsable? Parce que je vois le mot responsabilité, là. Comment ça va fonctionner entre l'individu, l'entreprise et puis je dirais les États? Bien sûr, et ça, c'est un problème qui est, ça dépend, je pense que ça sera difficile de définir un responsable. Ça dépend où se trouve le problème. Si moi, j'utilise un algorithme dont je n'ai absolument pas connaissance, qui m'a été, voilà, je paye une licence, j'utilise l'algorithme, les bases de données sont aux États-Unis, j'ai aucune idée comment elle se fait. Après, on intente un procès parce que j'ai discriminé des femmes, des hommes, des personnes de couleur. Ça dépend. Ça dépend. Est-ce que j'avais conscience quand j'achetais cet algorithme que je faisais cet achat-là? Est-ce que la responsabilité est chez moi? Est-ce que la responsabilité est chez le fournisseur de cette application? Donc, c'est là où en fait, oui, il doit y avoir une responsabilité, mais c'est la frontière et où vous mettez le curseur n'est pas si trivial que ça. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que moins vous comprenez de quoi vous parlez, moins vous maîtrisez ce sujet, plus le risque de tomber dans le panneau est énorme. Et vous serez démunis pour vous retourner et pour vous défendre. Alors, je me permets du coup de continuer pour faire intervenir donc notre expert Julien sur la partie technologie et l'innovation technologique. On compte sur toi, Julien, pour nous donner un regard ouvrant sur l'IA en particulier, parce qu'aujourd'hui, voilà, on se dit, on a tendance à surestimer les effets de la technologie sur le court terme, mais à les sous-estimer au niveau du long terme. Et là, Assia a soulevé ce point de la responsabilité. Du coup, il y a aussi quelque chose d'important, c'est la mise en pratique. Et donc là, Accenture parle de 62% des entreprises qui ont envie de passer à l'action, passer à la pratique de l'hyper-personnalisation pour améliorer justement l'expérience client qui aujourd'hui est plutôt personnalisée, mais pas encore dans cette unicité omnicanale de l'expérience client qui va passer par de la technologie. Donc, est-ce qu'on pourrait t'entendre, Julien, sur l'état de l'IA, ses limites actuelles, comment tu vois son usage actuel et futur pour une expérience client satisfaisante et réjouissante? Oui, donc merci Edith pour le sujet qui est super intéressant. Donc effectivement, l'IA, c'est quelque chose qu'on entend parler quand même maintenant depuis des années. Tout le monde l'utilise de manière plus ou moins indirecte. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fondements techniques, plus loin, même les bases mathématiques de certains types d'algorithmes qu'on utilise maintenant, ils remontent à des années en arrière, en fait. Ils remontent à des décennies en arrière.
Et c'est vrai que le développement actuel, c'est fait, je pense, dans les 10-15 dernières années, il y a plusieurs raisons. La première, c'est toute la partie des données. Donc, on arrive maintenant à générer, via aussi nos appareils, tout ça, générer beaucoup plus de données. Et comme on l'a dit avant, ils sont nécessaires, ces données-là, elles sont nécessaires pour entraîner nos algorithmes. La deuxième partie, c'est toute la puissance de calcul, la puissance de stockage qui est disponible de manière beaucoup plus facile, surtout grâce au cloud. On n'a plus besoin d'avoir forcément des fermes de serveurs chez nous pour le faire. Avec une carte de crédit, on peut provisionner énormément de puissance. Et puis la troisième, c'est que gentiment, ça rentre dans des produits qui sont un peu plus accessibles pour monsieur et madame tout le monde, je dirais, pour les entreprises aussi de plus petite taille. Il n'y a plus besoin d'être forcément Facebook ou Google. Après, il y a quand même certaines limites pour la plupart des gens. Alors, si on prend vraiment l'IA, comme on le voit dans certains films, qui est capable de presque penser comme un humain et tout ça, à l'heure actuelle, on n'en est pas là. D'accord, on est plus dans des algorithmes qui vont être spécialisés dans des domaines, par exemple la reconnaissance de texte, la reconnaissance d'images et des choses comme ça. Par contre, ça évolue. On tend de plus en plus vers des algorithmes qui sont multimodales, donc qui sont capables, comme nous les humains, quand on élabore une situation, on a notre toucher, on a notre vision et tout ça, on arrive de plus en plus à ce niveau-là. Et par exemple, il y a un modèle, peut-être vous connaissez OpenAI, qui est une fondation qui fait plein de modèles assez avancés. Et puis, ils en ont une qui est DALL-E, par exemple, qui permet de générer des images. Donc, on est dans le domaine créatif, qu'on pensait qui n'était pas accessible encore aux machines. On disait ça encore quelques années en arrière, on se rend compte que ça avance très vite. D'accord. Donc, sur certaines choses, ça avance bien. Ça marche un petit peu par jalons qui sautent comme ça. Et puis, des fois, ça avance aussi un peu plus vite. Donc, je ne sais pas où on sera dans 10 ans. Par contre, c'est évident que chaque entreprise doit mettre un peu la main à la pâte. En termes d'expérience client, je pense qu'il y a deux gros endroits où on voit déjà l'IA qui fait son effet. Donc la première, c'est toute la partie vente, quand on va vendre un produit, vendre un service. Donc on continue dans le marketing qui a démarré le siècle dernier, où au début on avait quelques grosses classifications, puis maintenant on essaie de cibler de plus en plus les gens au niveau personnel, donc même hyper personnel, donc chaque personne avec sa propre recommandation. Donc on l'expérimente déjà dans les réseaux sociaux, on l'expérimente déjà quand vous allez par exemple sur Amazon et tout ça. Par contre, après, il faut essayer de mettre ces technologies dans les mains de peut-être plus petites entreprises. Et puis l'autre partie, c'est aussi tout ce qui est amélioration de workflow, par exemple au niveau du service client. Donc, on peut avoir des algorithmes qui vont par exemple reconnaître certains emails, certains messages, l'envoyer à la bonne personne en interne pour la traiter plus rapidement, d'accord, vous soyez plus vite soigné en tant que client. Et puis sinon, on peut aller même plus loin avec les chatbots qui vont même répondre à certaines questions, qui vont interagir de manière humaine, si on ose dire, enfin de manière avec cette bonne-là. Et là, de nouveau, il va y avoir beaucoup d'améliorations qui vont être faites, je pense, dans les prochaines années. Après, en type je dirais d'adoption, il y a peut-être deux barrières. La première, je dirais, pour les entreprises, il faut gentiment voir l'AI, un peu l'IA comme un outil qu'on peut utiliser pour résoudre certaines problématiques. Et puis, il faut l'intégrer dans les réflexions très tôt, d'accord. Comme vous allez percer un trou dans un mur, vous allez utiliser soit, je sais pas moi, une visseuse électrique ou pas, là, c'est la même chose. Il faut utiliser l'IA, c'est un outil qu'on va utiliser dans certaines circonstances ou pas. Et puis, la deuxième partie, c'est l'accès aux données, parce qu'on en a besoin. Et là, avant, nos intervenants, on en parlait, il y a des lois comme les lois RGPD au niveau du service client qui permettent, en théorie, on ne doit pas faire n'importe quoi avec nos données, d'accord. Il y a des lois qui sont censées nous imposer ça. Et après, chaque entreprise est, je dirais, plus ou moins libre de les utiliser selon un certain spectre. Et puis, certaines vont peut-être avoir moins de problèmes que d'autres à faire les choses dans les zones grises, quoi. Donc voilà, donc si je pouvais terminer mon message, c'est vraiment de le voir comme un outil. Vous avez un problème dans une entreprise ou pour votre service client, un outil qui est à votre disposition pour peut-être résoudre une problématique sous certaines contraintes. Et puis on peut commencer petit aussi avec l'IA. On peut commencer avec des petits services et on peut grossir. Après, on n'a pas obligé de mettre en place des pipelines super complexes dès le début. Mais juste se familiariser avec, et il faut vraiment que ça rentre dans l'esprit de tout le monde, effectivement. Merci Julien de cet état des lieux, cette prérogative aussi, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs IA, choisir l'IA au niveau d'une entreprise qui correspond à un vrai besoin, d'une amélioration par exemple de process, comme Assia Garbinato l'a indiqué tout à l'heure, il faut savoir ce qu'il y a derrière. Une IA, elle peut être aussi designée ou conçue avec une éthique en amont, donc voilà, le choix du produit finalement est important et il faut quand même quelques experts dans l'entreprise pour pouvoir faire les bons choix. Alors, la question que j'ai envie de poser à Gilles et ensuite à Sia, c'est Gilles, au niveau de Palexpo, justement, on en est où? On parle de personnalisation. Est-ce qu'on parle déjà d'hyper-personnalisation? Est-ce qu'un jour vous allez aller là-dedans? Est-ce que c'est un intérêt?
Alors, je crois qu'on n'est pas encore du tout au point de l'hyper-personnalisation chez nous. Malheureusement, faut voir le marché du monde des expositions est un marché qui vient du mass market. Si je caricature, à l'époque, on mettait une affiche en ville, on ouvrait les portes, il y avait plein de gens qui venaient, fin de l'histoire. Maintenant, on s'intéresse à savoir, qui sont les gens qui viennent, et donc on est plutôt à la granularité du persona. Donc on fait des micro-segments qui sont extrêmement bien segmentés. Ça marche et puis on s'adresse à ces micro-communautés-là, mais on n'est pas encore à, Paulette, Gérard et puis Jean-Gustave qui viennent pour quelque Mhm. chose de spécifique. Ça c'est quelque chose qu'on maîtrise pas du tout et puis comme on est, alors on est un gros bâtiment bien visible, mais on est une petite boîte, hein, on est 200 personnes à Palexpo. On n'est clairement pas au niveau de pouvoir intégrer des intelligences artificielles dans notre réflexion marketing. Pour l'instant, j'ai quelques collègues avec moi qui analysent les données et somme toute avec des cerveaux humains, vous savez, on fait déjà des choses qui sont plutôt pas mal. On se réjouit qu'il y ait des outils qui soient fonctionnels pour les entreprises, mais ici et maintenant, disons, on n'y est pas encore chez nous. Merci de cet état des lieux, Gilles, et d'avoir donné ton avis sur effectivement ce domaine. L'IA, elle doit être utile, hein. Elle doit être faite et utilisée avec à bon escient et puis avec un objectif. Asia, dans votre cas, comment vous voyez la chose par rapport à l'existant, par rapport au futur dans votre métier? Oui, alors moi je crois beaucoup que c'est le besoin qui crée l'effort qu'on consacre. Dans l'énergie, on est dans une activité globale avec ce qu'on appelle des clients captifs. Donc quand vous êtes dans un contexte comme ça, voilà, je veux dire, tout est dit. Maintenant, les choses sont en train de changer par rapport à ce qui se passe. Nos clients ont des besoins, ils veulent de l'énergie, il y a des opportunités de business qui sont créées, qui sont ouvertes. Et on a de plus en plus des clients qui sont demandeurs d'un accompagnement énergétique. Et là, je pense qu'il y a vraiment un potentiel et je pense que ce potentiel va créer un nouveau momentum, à mon avis, dans le monde de l'énergie. Maintenant, est-ce qu'on est à l'hyper-personnalisation? Non, pas. On est, je dirais, dans la phase, enfin, je dirais, on est dans des phases préliminaires, au sens qu'on est déjà à constituer une équipe d'experts en interne qui sont capables de maîtriser des sujets qui, somme toute, restent assez complexes pour pouvoir après les vulgariser, les rendre accessibles au reste de l'entreprise. Cette étape-là, on l'a déjà franchie. Et puis, l'étape suivante, c'est vraiment embarquer le métier sur des use cases extrêmement pertinents. Il y a du besoin, il y a de la création de valeur et d'amener des algorithmes qui peuvent être aidants par rapport à ça. Moi, franchement, par rapport à l'IA et l'avenir de l'IA dans l'énergie, comme ça, je dirais qu'il est plus au niveau des réseaux aujourd'hui par rapport à la crise énergétique qu'on a Oui. et à la gestion de la fluctuation de l'énergie. D'accord, merci beaucoup. Effectivement, la partie qualité du réseau, hein, des infrastructures, et la partie client, je dirais, client propre, voilà, peut-être via l'unicité des situations, mais qui peuvent aussi se retrouver auprès d'une population qui a les mêmes problématiques. Donc la personnalisation pourrait aussi être suffisante. En tout cas, merci à tous pour ce question, enfin, je dirais ces superbes réponses à mes questions. On va maintenant passer à la partie questions-réponses. Alors, j'ai oublié de vous le mentionner, mais on a donc un enregistrement qui est en cours depuis le début, donc il y aura un replay. Et voilà, on va voir par rapport à la gestion du temps. Je laisse notre ami Claude Bravy reprendre la main au niveau des questions et des réponses. Merci Edith, hein, merci à tous. C'est une thématique très très intéressante. Je crois qu'il y a déjà des questions sur la prochaine slide, Edith. Oui, alors je passe la slide ici, celle-ci au niveau du cadre suisse. Ces questions nous ont été envoyées auparavant via le compte LinkedIn de Néo. Donc la première question, c'est quel est le cadre juridique suisse pour l'hyper-personnalisation des parcours clients? Qui veut répondre à cette question qui est un peu sur la partie légale?
Alors, moi, je peux donner ma réponse, hein. Donc, nous, on est extrêmement au fait de la loi sur la protection de la donnée. Après, qu'est-ce qu'on entend avec l'hyper-personnalisation? Mais on voit que déjà, la LPD et la GPDR nous cadrent énormément. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi avec les données, mais ils ne sont pas conscients des risques qu'il y a. Donc nous, on essaye vraiment de faire attention parce qu'il faut savoir que si on a un client pointilleux qui dépose une plainte, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc je pense que la loi, elle est quand même assez cadrante et si on l'applique, ben, c'est assez simple. On fait absolument rien sans l'accord du client et avec une finalité extrêmement claire. Sachant que par exemple, nous, dans l'énergie, on a en plus une contrainte supplémentaire, on doit rester dans le cadre de notre activité. On n'est pas là pour faire de la valorisation des données, pour aller vendre encore plus de frigos ou de panneaux photovoltaïques. On doit rester respectueux de notre mission de base. Donc, on a un double contrôle qui s'applique à notre manipulation des données. Très bien. Et donc, vous avez aussi toujours un data officer qui fait partie de tous vos projets CX, qui va venir un peu être le mentor du client. Alors, chez nous, c'est un tout petit peu différent parce qu'on a plusieurs équipes analytiques qui font vraiment des immersions avec les métiers. Donc, on est dans une culture plus immersive. Très bien, merci. Je crois qu'il y avait encore aussi une autre question, Edith, qui était déjà sur la prochaine slide. Voilà, donc ça, c'est un peu la même question. Donc, c'est les contraintes imposées par la GDPR sur l'utilisation des AI et du machine learning. Est-ce que, Julien, toi, tu peux répondre à cette question? Il y a aussi l'année prochaine, en 2023, donc la loi suisse va au fait égaliser sur la loi européenne de la RGPD. Est-ce que toi, tu as peut-être aussi cette sensibilité par rapport à cette équivalence qui va être mise en place l'année prochaine? Alors, je dirais, pour faire simple, à partir du moment où on a la RGPD, donc à partir du moment où on veut faire des modèles, par exemple pour cibler les gens ou pour des choses comme ça, la personne doit nous avoir donné son accord, d'accord? Dans la plupart des cas, donc les contraintes, elles sont déjà imposées là. C'est sans données, la plupart des algorithmes machine learning, ils ne nous servent à rien, concrètement, d'accord? Si on ne peut pas entraîner la machine, on est bloqué. Donc je dirais les contraintes, elles sont surtout à ce niveau-là, quoi. Et après, c'est ça, c'est sûr qu'il y a des je vois venir certaines problématiques. Si par exemple une personne a donné son consentement pendant une période où on a entraîné un modèle basé sur ces données, qu'est-ce qui se passe si d'un coup elle décide voilà, de plus donner sa permission? Enfin, il peut y avoir des cas comme ça. Alors je ne connais pas la loi parfaitement hein, dans tous les niveaux, mais déjà rien qu'à ce niveau-là, sans données, on est déjà pas mal bloqué, quoi. Donc les contraintes, elles sont là, quoi. Vraiment que le client nous donne son approbation pour les données en tout cas qui le ciblent. Merci. Il y a une question dans le Q&A qui est la suivante. Je vais la poser à Bruno peut-être. À qui appartiennent les données de comptage? Un client peut-il décider de fournir à un autre partenaire sa donnée, par exemple, comme tu pourrais le faire dans le retail, où tu peux partiellement dire je veux vous donner ça et ça et ça en faisant du déclaratif? Alors, la donnée de comptage appartient au client. Par contre, il y a effectivement un droit d'utilisation de cette donnée pour permettre typiquement au GRD de faire sa facturation, puisque sinon il peut pas facturer son client. Et il l'utilise aussi du coup pour la mettre à disposition du client. Donc la donnée de comptage appartient au client, elle est utilisée par différents acteurs. Et si d'autres acteurs que le distributeur ou le fournisseur d'énergie devaient l'utiliser, il faudrait l'accord du consommateur. D'accord, merci. Edith, je crois qu'il y avait une troisième question sur les slides. Voilà, c'était une question sur la confiance. À qui fait-on confiance en définitive lorsqu'on confie nos données? Je vais demander à Gilles de répondre à cette question, comme ça toi aussi tu auras répondu à une question. Merci beaucoup. Mais je crois que à mes yeux, c'est le cœur du système. Moi, mon métier, c'est celui de l'accueil. Et au centre du métier de l'accueil, il y a la relation de confiance avec le client.
le client, en fait, il fait confiance à la personne qu'il a en face de lui. Il fait confiance à celui qui l'a regardé dans les yeux puis qui lui a dit, pas de problème, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et puis après, qu'est-ce qui se passe derrière, que ce soit une intelligence artificielle, que la donnée soit utilisée par plusieurs boîtes, ce genre de choses. Il y en a un qui s'est engagé et lui, il est responsable de cet engagement vis-à-vis du client. C'est un engagement moral dans tous les cas. Chez nous, par exemple, on a décidé que quand bien même la LPD et la RGPD nous permettraient de confier les données de nos visiteurs à des tiers, typiquement par hypothèse des sponsors, on a décidé de ne pas le faire parce qu'on n'a pas la maîtrise de ce que le sponsor va faire avec ces données. Donc, le sponsor peut nous dire, ah ben moi j'aimerais communiquer tel message à telle cible, pas de problème, mais c'est nous qui allons communiquer. Et puis c'est nous qui allons nous assurer qu'on ne spamme pas les gens, qu'on n'en renvoie pas trop, que ça correspond à leurs attentes, enfin ce genre de choses. Mais on garde la maîtrise. Et je pense que toute cette histoire de maîtrise, elle est clé dans ce rapport de confiance qui est la base du commerce avant même qu'on parle de digitalisation ou de ce genre de choses, hein. Dans l'ancien commerce de l'ancien monde, c'était aussi une histoire de relation et une histoire de confiance. Donc voilà, à mon sens. Merci Gilles. Bah, merci à nos invités. Il est 12h45, donc on va terminer ce webinaire. C'était très, très intéressant. Merci Asia, merci Gilles, merci Julien, merci Bruno. Merci Edith et merci à Marthe qui a fait le background work, comme on dit. Et voilà, donc comme tu l'as dit, Edith, les personnes qui se sont enregistrées vont recevoir un replay. Et si vous avez des questions, vous avez envie de nous les poser, vous allez sur LinkedIn et vous nous écrivez et nous, on va vous répondre dans les prochains jours. Et merci à tous encore et on se revoit très très bientôt pour le prochain webinaire CX de Néotechnologie. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée à Merci tous. beaucoup. À tout Merci. bientôt. Au revoir. Merci pour Merci. l'invitation.